Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de père. Merci d'avoir sélectionné notre balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, avec notre invité François, on va jaser de paternité au sein d'une grande famille recomposée. Fait que de voir un monsieur rentrer dans sa maison, tu sais, pour un adulte, c'est facile à expliquer, mais pour un enfant, il ne comprenait pas encore. Tu sais, la phrase, là, c'est pas mon papa, là, je l'ai entendu souvent, cette phrase-là. Mais c'est vrai, je suis pas son papa. Être père, ça demande déjà à la base une bonne capacité d'adaptation. Et parfois, il y a des défis supplémentaires qui s'ajoutent au fil du parcours, comme par exemple d'apprendre à cohabiter dans une famille recomposée. Comment on fait pour trouver son équilibre au milieu de tout ça? J'ai très hâte d'entendre notre invité nous raconter son quotidien. François est papa de Marisol, 14 ans, et de Maïté, 9 ans, mais aussi beau-père de Raphaël, 15 ans, et d'Émilie, 12 ans, les enfants de sa conjointe. Bonjour François. Bonjour. Hey, merci de venir parler avec nous autres de paternité. Merci de me recevoir. Là, si on était en mode vidéo, je pourrais faire un schéma avec des diagrammes pour tous les enfants que je viens de décrire là. D'abord, ta conjointe actuelle avait 2 enfants. Toi, tu avais un enfant et ensemble, vous avez eu Maïté. Exact. Alors, il va y avoir de l'action quand même dans la maison. Je pense qu'on va avoir des beaux thèmes intéressants à aborder. Mais avant de jaser de ton quotidien de papa, moi, j'aime ça poser la question à nos invités de retourner à l'avant-papa dans le temps. D'abord, je ne sais pas de quel type de famille tu viens. Ben moi, je viens d'une famille chilienne qui est arrivée à Montréal en 1976. Je suis né à Montréal, je suis un gars de Rosemont. Fait que j'ai grandi un peu dans cette culture-là. Là, j'ai été au primaire dans le coin de la rue Ontario. Fait que je suis vraiment un gars qui est enraciné à Montréal, mais à la maison, c'était un autre monde. C'était un monde chilien. Ça parlait espagnol, ça écoutait de la musique en espagnol. Donc, j'ai toujours vécu un peu avec ces deux réalités-là. La réalité québécoise, qui était celle à laquelle je m'accrochais le plus, mais aussi ma réalité à la maison, qui était une réalité chilienne. Puis, je pense que tu as des origines, ou ta mère a des origines italiennes? Bien, italienne en plus, là, parce que du côté de ma mère, il y a des descendants espagnols et italiens aussi. Moi, je me retrouve à être la première génération à ne pas parler italien. Ah. Fait que j'ai le nom de famille, mais pas le reste. Mais l'ambiance italienne était présente. L'ambiance italienne est très présente à la maison. Ça parle fort, ça parle direct. Il y a beaucoup d'action dans les familles. Puis c'est comme ça que ça marche. Ça fait partie du bagage aussi. Exact. Tu as toujours été proche des enfants. As-tu toujours voulu en avoir, toi? J'ai toujours voulu en avoir parce que j'ai grandi dans ma famille. J'ai eu vers l'âge de 12-13 ans des cousins et cousines, puis on était très proches au niveau familial. J'ai eu la chance d'avoir des sœurs aussi, une sœur à 14 ans, une autre deuxième sœur qui est arrivée à 17 ans, d'un deuxième mariage à mon père. Fait que rapidement, j'ai eu à jouer le rôle de grand frère, grand cousin. Fait que rapidement, avec mon frère, on faisait des sorties, on amenait nos cousins et cousines à la ronde, mes sœurs au glissade d'eau. Fait que pour nous autres, c'était quelque chose qui était normal. Là. Puis tu as travaillé de bonne heure aussi avec les enfants? De bonne heure, à 15 ans, j'ai eu un premier emploi dans une base de plein air à Saint-Émile-Énergie. Un peu plus tard, j'ai travaillé au camp de jour à Laval. Puis là, rapidement, j'ai eu la piqûre des enfants. Ça l'a aussi modifié mon parcours et choix de carrière parce que moi, j'étais en administration au cégep, je m'en allais au HEC. Mais après mes expériences avec les enfants, j'ai décidé de partir en enseignement. Ah, l'enseignement. Encore avec... Encore avec les enfants. Avec les enfants. Avant d'être papa pour la première fois, te rappelles-tu quelle était ta vision de la paternité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce temps-là? Comment tu te voyais, comme tu t'imaginais comme père? Ben, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de modèles dans ma famille. Oui, mon père, mais vivant dans une famille séparée, j'étais très, très proche de mon parrain, qui est mon oncle, le frère à ma mère, qui était très joueur, très présent pour nous. Fait que c'est de la façon que moi, je me voyais comme parent. C'était très présent, très près d'eux autres, aimer jouer, aimer rire. C'est un peu ça que j'essaie de reproduire aujourd'hui. Et ton parcours est quand même assez original. Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de la famille où tu es présentement, comment elle est constituée présentement? Là, on a expliqué ça au début. Alors, comment on en est arrivé là exactement? Ben nous autres, on a dans le fond, moi, j'ai commencé une première union qui a duré environ 7 ans. Vers la fin, on a eu une fille. Puis, vers l'âge de 2 ans, là, ça a pu marcher. Fait que là, on a décidé chacun de partir de notre côté.
Ça a duré environ 2 ans avant que je me place, je m'établisse un peu comme il faut. Après, j'ai rencontré ma conjointe d'aujourd'hui. Et rapidement, on a commencé à vivre ensemble. Puis ça a été très, très vite. Tout a été très, très vite à partir de notre rencontre. Elle venait d'une union qui n'était pas encore totalement terminée. Elle était vers la fin. Puis nous autres, ça marchait très bien. Fait que rapidement, on a mis les enfants ensemble pour voir si ça marchait. Ouais. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis ça a bien été depuis ce temps-là, on est ensemble. Là, ça fait déjà 10 ans? Oui, plus de 10 ans, oui. À ce moment-là, il était quand même plus jeune, les enfants, mais c'est ça. Elle en avait 2, toi 1, et tout le monde a cohabité d'un coup, là. Ça a été une adaptation c'est d'un coup, c'est qu'on s'est rencontrés, puis là, il y a eu une petite surprise de la vie, là, dans les 9 premiers mois, elle est tombée enceinte. Puis là, on avait une décision à prendre. Moi, à cette époque-là, j'organisais des voyages de collaboration à l'étranger. J'étais parti d'une 12aine de jours au Nicaragua avec une 30aine d'élèves. Puis elle apprend qu'elle est enceinte pendant ce voyage-là. Et bien évidemment, quand je reviens de mon voyage, la première chose que je veux faire, c'est pas voir ma conjointe, c'est de voir ma fille. Fait qu'il passe 2 jours, une fois que j'arrive au Québec. Elle avait très hâte de me voir puis de me parler. 2 jours après mon retour, là, elle m'a annoncé la nouvelle. Pour elle, c'était quelque chose de gros. Elle ne savait pas comment j'allais réagir. Puis là, je suis resté un peu silencieux. Puis là, j'ai dit, mon amour, il y a 2 choix qui se présentent. C'est soit qu'on le garde ou soit qu'on décide de finir cela. Mais de mon côté, moi, je suis croyant. Fait que pour moi, l'avortement n'était pas une option dans ma tête à moi. Bien entendu, c'est une décision qui revient à maman. Mais elle a été assez gentille, je pense, pour considérer, puis en voyant un peu mon intérêt, tout ça, on a décidé d'embrasser l'aventure, puis on est embarqué à pieds joints. Fait qu'on commençait à sortir ensemble au mois de septembre, puis le mois de juin suivant, j'aménageais chez elle. Une petite année. Une petite année, vendu la maison, partir avec elle, puis là, de ramasser puis d'unir toutes ces personnes-là ensemble. J'imagine que ça ne s'est pas fait comme par magie. Comment c'était au début? Parce que les enfants étaient assez jeunes. Le plus vieux, à ce moment-là, avec quoi, 4 ans? Les deux plus vieux avaient 4 ans. Fait que c'était très nouveau pour eux autres. Moi, je venais de mon côté. Moi, ma fille était enfant unique depuis le début de sa vie. Ah oui. Enfant unique avec maman, enfant unique avec papa. Là, de voir 2 frères et sœurs arriver dans le portrait, pour elle, ça a été relativement bien parce que pour elle, c'était le fun. Mais de notre côté... elle avait plus son papa à 100% pour elle. Ouais. Puis c'était la même chose pour le petit garçon à ma conjointe, qui, lui, était habitué d'avoir maman avec une petite sœur d'1 an qui bougeait pas trop à cette époque-là. Fait qu'il était habitué d'avoir l'attention de maman au complet. Fait qu'il a fallu qu'on trouve une façon de s'occuper de tout ce monde-là en même temps. Oui. C'était une adaptation pour vous autres aussi. C'est une adaptation, c'est ça, exactement. Puis là, c'est là que ça commence... un peu mon point de vue, puis le point de vue à ma conjointe, c'est que une famille, selon nous, une famille recomposée, ça marche pas si on s'implique pas. Fait que rapidement, on s'est donné des petits défis de faire des activités avec chacun d'eux. Fait qu'autant ma conjointe faisait des activités avec ma fille, moi, je pouvais me lancer le ballon avec son gars, ou je changeais la couche à Émilie. Fait qu'on s'est tout de suite mis dans le bain pour rapidement qu'eux autres sentent qu'on était là pour eux autres. Ouais. Mais ça te dérangeait pas? C'était comme naturel de le faire de toute façon? Non, ça me dérangeait pas. J'aime ça, les familles nombreuses. Pour moi, c'était un rêve. D'un autre côté, j'avais pas de garçon. Fait que c'était une façon pour moi d'avoir un garçon par la bande. Même si c'est pas le mien, c'était une façon, la moitié du temps, d'avoir un petit garçon puis de voir c'était quoi. J'imagine qu'au quotidien, il devait y avoir quand même des fois des petits désagréments ou des petites frictions. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont trouvé ça plus difficile que d'autres? Le plus vieux, pour lui, c'était un plus grand défi parce que lui avait des souvenirs de papa dans la maison. Fait que de voir un monsieur rentrer dans sa maison, tu sais, pour un adulte, c'est facile à expliquer, mais pour un enfant, il ne comprenait pas encore le truc. Tu sais, la phrase, là, c'est pas mon papa, là, je l'ai entendu souvent, cette phrase-là. Mais c'est vrai, je suis pas son papa. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu as eu besoin, toi, je vais dire, de te freiner, mais à quelque part, de garder un recul pour pas prendre toute la place, ou tu es allé avec ton instinct de père habituel? Moi, je suis allé avec l'instinct, mais c'est sûr que dans une famille, puis je pense que c'est le même aussi dans une famille nucléaire, en tant que conjointe, on a chacun nos forces. Il y a des choses dans lesquelles on est meilleur. Puis c'est bien aussi de reconnaître
que notre conjointe ou notre conjoint peut faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire avec un de nos enfants. Je trouve ça bien. Fait que, par exemple, là, je vais te donner un exemple. Là, quand les enfants sont rentrés en première année, ben, les 2 plus jeunes, ils demandaient beaucoup d'énergie. Puis là, c'est moi qui s'est occupé des devoirs quand ils ont commencé. Fait que moi, je avais les 2 plus vieux en bas, puis je les aidais. Ben là, c'était pas mon gars, mais il faisait des devoirs pareil avec moi, puis on s'aidait, puis ma blonde, elle s'occupait des 2 plus jeunes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des exemples de même où on se divisait les tâches sans dire c'est ton enfant, c'est mon enfant, puis des fois, c'est les enfants qui choisissent aussi, c'est pas nous autres. Hein? Ils connaissent vite nos spécialités. Oui, exact. Dans la maison. Si c'est arrivé plus tard, là, justement, avec des ados, pré-ados, est-ce que ça aurait été moins facile, plus facile? J'aurais pas fait ça. Ah non? Non. À ce point-là? J'aurais pas fait ça. Je pense que il y a comme une tournure vers 7, 8, 9 ans où est-ce que là, je pense que venir mêler les cartes, ça commence à être plus difficile. T'sais. Puis là, mélanger les valeurs, les façons de fonctionner, je pense qu'en tant que papa poule, j'aurais probablement attendu que ma fille s'en aille avant de m'embarquer dans une relation. Oui, parce que c'est le moment où ils trouvent leur identité, leur unicité, puis ils ont besoin un petit peu plus d'intimité, peut-être. Fait que je comprends que lui apprendre soudainement qu'elle doit cohabiter avec d'autres personnes. Ben, je pense que c'est possible, mais il y a plus de défis. François, on va parler de la discipline. On dit souvent que c'est pas aux beaux-parents de faire de la discipline, mais aux parents de l'enfant. Est-ce que c'est vrai? Comment vous avez organisé ça, vous, la discipline chez vous? Ben moi, ça a été un peu plus difficile, mais ma conjointe a eu très facilement beaucoup confiance en moi. Pour elle, c'était d'instinct, c'était facile de me faire confiance. Puis les enfants répondaient bien. Ben là, moi, je suis aussi très joueur, je suis très, très taquin avec eux autres. Fait que c'était facile de les avoir. Mais là arrive la discipline. Là, toi, tu me parles de discipline. C'est le rôle qu'on déteste le plus, je pense, dans notre vie parentale. Là. C'est le rôle qu'on déteste le plus, mais d'un autre côté, c'est le plus important. Ouais. Puis les enfants, ben, dans le fond, moi, j'ai toujours pris comme indice qu'un parent n'a pas l'autorité de par son titre ou parce qu'il a le même nom de famille que son enfant. Tu as l'autorité parce que tu t'impliques auprès de ton enfant. Là, puis, à un moment donné, je suis tombé sur une lecture d'un psychologue qui disait que si un enfant avait à épeler le mot amour, un enfant de 2 ans pouvait épeler le mot amour, il l'épellerait TEMPS. Pour un enfant, ça se résume juste à du temps. Fait que, tu sais, surtout, tantôt, tu posais la question, l'âge de 4 ans. Ben, à l'âge de 4 ans, c'est juste ça qu'ils veulent jouer avec toi. Fait que là, tu t'assois avec eux, tu joues au ballon, tu fais des casse-têtes, tu fais des trucs. Puis en faisant le lien, en ayant un lien avec l'enfant, bien, la discipline, elle vient de soi. Là, c'est facile d'intervenir. T'sais, souvent, moi, ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est des parents qui veulent jouer à la discipline avant d'avoir une relation. Au fil du temps, moi, j'ai rapidement pris ma place, mais c'est par mon caractère aussi que je suis comme ça. Je prends rapidement ma place, mais je le fais aussi en enseignement, avec mes élèves ou ma classe. Fait que c'était plus facile. Là, c'est sûr que des fois, quand on va arriver à des sujets qui sont plus épineux, bien, il y a des sujets qui ne me concernent pas, qui sont pas à moi, qui concernent juste les enfants de ma conjointe, puis qui concernent le papa puis la maman. Là, quand vous n'avez pas les enfants, vous êtes ta conjointe et toi, ça vous permet d'avoir du temps à vous deux, décompresser? Avec la petite. Ah oui, toujours. Qui est à nous deux, elle est tout le temps là. Toujours? Toujours. Elle est toujours là. Elle, dans le fond, on n'en a pas parlé beaucoup, mais elle, c'est comme le ciment de la famille. Parce que c'est le lien qui unit tous les frères et sœurs. Puis c'est elle, c'est le point d'ancrage de tout le monde. Puis c'est un drôle de rôle qui est donné à un enfant, un être humain aussi jeune. Mais par la force des choses, c'est un peu le rôle qu'elle a eu à jouer sans le vouloir puis sans qu'on lui donne ce rôle-là. Mais ça a simplifié l'unicité, l'union familiale. Beaucoup, ça a beaucoup aidé. Il y avait ce désir-là de toujours venir aider la petite sœur, puis de participer au truc, puis de la garderie, tout le monde veut être là. Puis là, quand c'est la première journée d'école, tout le monde veut être là. Puis fait que ça crée des moments où est-ce qu'on est tous ensemble pour elle, puis ça, c'est le fun. Justement, les plus vieux, comment ils ont réagi quand vous avez annoncé qu'il y aurait une petite sœur? Ça, c'est spécial parce que quand on a aménagé dans la maison, on a essayé de trouver une façon originale de leur annoncer qu'il y avait un nouveau bébé qui allait venir. Puis on n'a pas trouvé une meilleure idée que d'acheter des tabourets chez Ikea. Dans le fond, on avait une table de salon, puis on avait acheté 4 tabourets
pour qu'ils puissent s'asseoir puis manger à la table du salon, puis des fois regarder des films le matin, tu sais, pour pas manger sur le divan. Puis on en a acheté 4. Puis il n'y en a aucun qui a cliqué, tu sais. Fait que là, un soir, on les a amenés dans le salon. On m'a dit, vous remarquez qu'il y a 4 tabourets? Puis ça a pris un petit moment avant qu'ils réalisent qu'il y a une raison pour laquelle il y a 4 tabourets. C'est ça. Puis là, finalement, ils ont compris. Puis non, ils étaient contents. Je pense que, oui, c'était une bonne nouvelle pour eux autres. Et quand les enfants, les plus vieux, sont pas là, tu as dit que Maïté, c'était le ciment de tout ça. Elle reste avec vous, mais quand les enfants partent, comment vous vous sentez, les plus vieux? Au début, c'était très difficile. Pour moi, ça a été très difficile très longtemps, puis pour ma conjointe aussi. On aime les enfants, puis à la base, dans mon cas, moi, j'ai pas eu des enfants pour les avoir la moitié du temps. Fait que c'est encore une plaie qui est ouverte, puis je pense qu'elle va jamais être fermée. Fait que là, quand les enfants sont pas là, c'est comme si notre adrénaline, elle chute, là, tu sais, puis on est vraiment vidé. Tu sais, quand ils partent le mercredi, là, on est des vraies larves, ma conjointe et moi. Puis la petite, elle a appris à gérer ces moments-là. Tu sais, elle sait qu'elle joue plus tout seul le mercredi puis le jeudi pendant que maman recharge les batteries. Le souper va être moins raffiné, on va manger des restants. Puis les fins de semaine que les enfants sont pas là, bien là, on prépare la semaine quand ils vont venir. Ouais. Fait que là, moi, souvent, je suis en train de préparer à manger. Tu sais, c'est moi qui s'occupe de la cuisine à la maison. Fait que là, je prépare les repas pour le lundi, mardi, arriver du travail, puis pas avoir à tout préparer, tout ça. Fait que, tu sais, il y a le souci qu'il mange bien. Ben, tu sais, notre hamster, il tourne tout le temps, puis il est toujours concentré sur les enfants. Tout le temps. Mais un jour, quand ils vont être adultes, là, puis vous allez être juste vous deux... On va se découvrir. Vous gardez ça. Ben, on se découvre comme parents. Tu sais, notre relation, présentement, c'est une relation de parents, puis une relation de couple aussi, mais nous autres, on a cette vision-là un peu, peut-être plus comme un prof. On va être là comme des éducateurs. On va essayer d'être des bons éducateurs pour nos enfants. On va donner tout ce qu'on peut donner, puis on verra après. Mais je me sens pas comme quelqu'un qui est en sacrifice ou je le vois pas comme une charge, je le vois pas comme si j'étais en train de passer à côté de quelque chose. C'est ça que je veux. Ta conjointe pense un peu comme toi. Ma conjointe est parfaitement comme moi. Elle, c'est pire encore. Moi puis ma conjointe, c'est difficile. On a de la misère à laisser nos enfants tout seuls. On les a jamais fait garder. Aucun. Ah non? La plus jeune, ça y arrive. Grand-maman, l'autre grand-maman, c'est tout. Il y a personne d'autre qui va garder les enfants. Puis c'est pas, on se sent pas comme un sacrifice, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on sent à l'aise. Puis d'ailleurs, mon frère, qui est le parrain de mes 2 filles, ça a toujours été quelque chose pour lui qui était délicat parce qu'il disait « J'aimerais ça que les filles viennent à la maison puis passent du temps avec moi. » J'ai dit « Je te comprends, mais je vois ma fille une fin de semaine sur 2. T'étais pas prêt. J'ai pas envie de te donner une fin de semaine puis attendre un mois avant de la voir. Ouais. C'était ça, comme viens chez nous. Ça arrive pas. On est parti. C'est vraiment drôle, cette question-là. On a fait une sortie de couple l'année passée pendant les couleurs à Tremblant pour la première fois, je pense, depuis 5 ans. Juste vous deux? Juste nous deux. Puis on faisait garder la petite, puis on partait 2 jours dormir à Tremblant pendant les couleurs. Je voulais voir les couleurs à Tremblant. Pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Quand je suis sorti de là, je suis sorti là un peu avec la culpabilité de me dire que tout cet argent-là, j'aurais pu l'utiliser dans des choses qui me font triper avec mes enfants. Ça vaut-tu vraiment ça? Tu sais, à un moment donné, tu te dis, le capital plaisir puis l'argent que je suis en train de dépenser, il me semble que je pourrais la dépenser ailleurs avec eux. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas envie de passer du temps ensemble, c'est parce que pour nous, passer du temps ensemble avec les enfants, c'est le fun. C'est la plus belle dépense. C'est ça. Vous vous entendez super bien, ta conjointe et toi. Vous avez pas mal la même vision de la famille. Est-ce qu'il y a des différences, peut-être, ça, au niveau culturel, dans votre entourage? Ou... Tu sais, dans le fond, moi, je suis né dans une famille chilienne, famille un peu d'origine italienne aussi. Les références au niveau des valeurs sont pas les mêmes. C'est pas mieux, c'est pas pire. Il y a juste des différences. Ça serait quoi, par exemple? Un bel exemple là-dedans, c'est la place de la grand-mère ou des grands-parents dans les familles.
au Québec, il y a cette espèce d'idée-là du vivre et laisser vivre. Tu sais, je te respecte, je respecte ton temps, je respecte ton intimité. Je veux pas trop rentrer chez toi. Je vais t'appeler avant. Je vais t'envoyer un courriel. On va confirmer 2 fois. Je vais te rappeler. Tu sais, il y a tout ça. Je veux pas te déranger. Pour nous autres, c'est insensé d'appeler quand tu t'en vas chez ton frère, chez ta mère. Tu n'es pas obligé de planifier un souper. Tu n'es pas obligé de... Tu sais, c'est comme ça. Tu sais. Puis moi, nous autres, on invite. Il y en a 12 qui arrivent. Il y en a 12 qui arrivent. Puis ça se ferait pas, genre, de dire « Hey, toi, t'amènes des patates, puis toi, t'amènes la viande. » Non, non, tu reçois tout le monde. OK. Chez ma blonde, c'est différent. Tu sais, tout le monde va amener quelque chose. Tu sais. La mère à ma conjointe, quand ma fille est née, elle rentrait chez moi, puis là, elle me posait toujours des questions. « François, est-ce que je peux prendre la petite? François, est-ce que je peux faire ci? François, est-ce que je peux donner le bain à la petite? François, est-ce que je peux lui raconter une histoire? » Puis moi, je lui disais, mais t'es le maître ici, c'est toi le boss. J'ai dit, t'as pas à me demander. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, c'est toi la grand-mère. Mais elle, c'était par respect. Fait qu'elle elle posait la question, mais moi, ça, à la longue, ça me fatiguait. Je disais, non, joue ton rôle de grand-mère en bac, fais comme tu veux, tu sais, puis ça va bien aller. Mais elle, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, puis elle va jamais fonctionner comme ça. Mais de l'autre côté, c'est carrément l'inverse. C'est pas genre, je vais te demander si je vais prendre une douche. Je décrète la douche, elle se fait maintenant. Fait que c'est là que ça se passe. Oui, ça a dû causer ça aussi, des petites frictions. Des petites frictions, des fois, ça cause des petits débats. Et je comprends mieux le débat sur fermer la porte de la salle de bain. Si toute ta famille rentre chez toi aussi sans appeler, puis... Oui, je comprends. T'as l'air de bien aimer ton rôle de père, d'être à l'aise dans tout ça. Où est-ce que tu te sens le mieux ou dans quel domaine tu te trouves particulièrement sur ton X là, comme père? Moi, quand j'étais plus jeune, puis j'allais dans les bars, j'aimais beaucoup ça. J'avais un côté... j'aimais observer mes amis avoir du plaisir. Tu sais, j'étais pas toujours la personne qui voulait embarquer dans l'affaire, mais j'avais du plaisir à voir les autres avoir du plaisir. Puis des fois, on joue comme le rôle de spectateur. Les enfants sont en train de jouer. Tu sais, tu viens un moment où il y a les 4, il y a personne qui chicane, puis là, ils sont en train de faire quelque chose, puis ils s'aident, là, puis là, je regarde ma blonde, c'est un moment magique, ça. On le photographie, on le filme, on en profite, là. Ça, c'est des moments magiques. Moi, ce que je me trouve le plus sur mon X, c'est sur une balade en vélo à Montréal, comme on a fait dimanche, avec les enfants, puis de leur faire découvrir... la vie un peu comme ça à Montréal. Je suis sur mon X quand je voyage. J'aime beaucoup voyager. Avec tout le troupeau. Avec tout le troupeau. J'adore ça. Moi, mon X, c'est quand je suis en voyage avec eux puis je leur fais écartiller les yeux sur quelque chose de nouveau. Ça me fait triper. Peut-être que tu es habitué de partager ton expérience avec plein de gens, mais il y a beaucoup de couples là, qui se séparent et ensuite qui ont des familles recomposées. Est-ce que tu aurais... Je sais qu'on n'aime pas donner des conseils, là, mais est-ce que tu aurais des conseils ou des pensées, des concepts qui t'ont aidé là-dedans ou que tu aimerais transmettre, toi? Tantôt, on avait parlé un peu de la question du temps, tu sais, puis on a cette espèce de maladie de vouloir toujours être parfait dans ce qu'on fait. Puis je pense qu'en tant que parent, c'est pas la perfection qu'il faut avoir, mais c'est plus la disponibilité puis d'être là. Tu sais, je pense qu'on est mieux d'être un mauvais père en étant présent 80% du temps qu'un excellent père en étant présent 10% du temps. Je comprends. Le temps, il est vraiment important. Puis malgré le fait que je suis enseignant, malgré le fait que je suis une personne qui a extrêmement confiance en elle, malgré le fait que j'ai organisé 13 voyages humanitaires, pour moi, c'était le trou noir quand je me suis séparé. Puis j'avais peur de ne pas être bon. J'avais peur, je me mettais beaucoup de pression. Puis la fameuse charge mentale, là, moi, je l'avais naturelle. Puis, je trouvais ça important de dire que les papas, on est bons. Puis, je regarde autour de moi, mes amis, toutes mes amis qui sont séparés, puis même ceux qui ne le sont pas, puis je les trouve bons. Ils ne sont pas toujours parfaits, mais ils ont ce petit désir-là de passer du temps avec l'enfant, de leur montrer de quoi, de travailler, d'être avec eux, de passer du temps. T'sais, on n'a plus ça, ce modèle-là de père qui regarde le hockey assis sur son divan ou qui ouvre sa bière en rentrant de travailler. Ça n'existe plus, ça, ici au Québec. Les papas sont engagés, puis on est bons. On est vraiment bons, puis je trouve ça important. Quand on commence comme papa, que tu sois papa ou maman, c'est le même doute.
Tout à fait. Puis là, est-ce que c'est par complaisance qu'on laisse plus de place à maman ou c'est par distribution des rôles sociaux? Je ne sais pas, ou par orgueil. Mais je pense qu'on doit la prendre notre place. Puis c'est trop facile des fois de dire « Ah, maman va le faire. Ah, tu sais, mon ex va le faire. » Tu peux le faire. T'sais, on peut acheter des soutiens-gorge. On peut aller acheter des tampons. T'sais, on peut aller poser des questions à la pharmacie. On peut accompagner au dentiste. Ça ne prend pas un talent particulier pour le faire. Il faut juste être là puis y aller. Toi, tu l'as appris vite avec la séparation parce que tu as dû apprendre à tout faire. Puis tu vois, tu es quelqu'un qui a quand même confiance en toi et tu as douté pareil, tu as eu peur. Ah oui, j'ai douté. Fait que j'imagine pour des gens, des gars, par exemple, qui n'ont pas eu la chance d'essayer grand-chose avant la séparation, ça peut être difficile. Ah, j'ai douté beaucoup. Puis je sais pas si c'est la déformation professionnelle, mais c'était comme si je voulais, des fois, puis c'était peut-être un peu trop intense mon affaire, mais c'était comme si des fois je voulais planifier des choses comme je planifiais un cours ou une journée à l'école. Puis à un moment donné, il a fallu que je me parle puis dire hey, ça en prend du temps libre. Ça en prend du temps à rien faire. Ça en prend du temps à créer, à réaliser des choses. Je suis pas obligé de l'animer tout le temps. Là. C'est pas un jouet, là, cette affaire-là. Il y a une vie, puis il peut décider par lui-même découvrir des choses. Il faut que je donne cette place-là aussi. Tu sais, à un moment donné, tu fais OK, c'est beau, là. On n'est pas obligé de meubler tout le temps, toutes les heures, c'est correct. Là. Sauf l'été, tu faisais rien, par exemple. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Oui, non, je rechargeais les batteries, voyons. Évidemment. François, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire de père. C'est super fascinant. Plein de thèmes qui vont aider pas mal de gens, je pense. Bien, merci pour l'invitation. C'est super agréable. Puis les papas, on est bons. On est vraiment bons. Continuez votre bon travail. On mérite de continuer notre travail puis on mérite de croire en nous. Hey, je me sens bien. C'est la fin de l'entrevue. Puis, je suis tout valorisé. Merci, François. Ça fait plaisir. Et un grand merci à vous qui avez prêté l'oreille. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir, produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous rappelle que d'autres belles rencontres sont à découvrir dans nos autres épisodes sur votre plateforme audio préférée et bien sûr sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. À la prochaine!